Il est 8h. Et votre matinale info se poursuit jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Bonne journée à tous sur Europe 1. Le journal est présenté par David Doucan. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. C'est l'événement politique. Grand débat sur Europe 1 et CNews ce soir. La bataille des européennes. Ces élections intriguent nos concitoyens jusque dans les familles. Reportage dès le début de ce journal. Le Brexit à l'infini. Conseil européen extraordinaire ce soir. On se dirige vers un nouveau report, peut-être de plusieurs mois. Nous serons avec notre correspondante à Bruxelles dans un instant. Et à la fin, c'est Bibi qui gagne. Benjamin Netanyahou, mieux placé que son concurrent pour former une coalition et donc obtenir une majorité. C'est un 5e mandat qui se dessine selon les médias israéliens. C'est une révolution qui est en train de se jouer au Soudan. À 8h12, Vincent Hervouette nous dit tout. 8h15, l'ancien bras droit de Tony Blair viendra parler Brexit. Alistair Campbell répondra aux questions d'Audrey Crespo-Mara. Europe 1. L'événement politique, c'est sur Europe 1, 20h45 ce soir en partenariat avec CNews. Grand débat animé par Mathieu Béliard et Laurence Ferrari, les chefs et représentants des principaux partis engagés dans la bataille électorale, celle des élections européennes du 26 mai prochain. Cette échéance qui fait office de midterms pour Emmanuel Macron, élection intermédiaire en français. Elles intriguent nos concitoyens, comme en atteste ce reportage réalisé par Roman Oquet dans une famille d'Asnières-sur-Seine en région parisienne. Dans le salon, que des Européens convaincus et pourtant, aucun membre de la famille n'a fait son choix. Bruno, le père. On me dirait là, tu votes quoi? Je sais pas, le blackout total pour l'instant. Des listes très nombreuses, un rôle de député européen difficile à saisir. Ce débat va donc leur permettre d'y voir plus clair. Et pour choisir son candidat, chacun son sujet de prédilection. Inès, la cadette, attend plus d'unité entre les États. C'est super important parce que pour moi, la montée des nationalistes m'inquiète beaucoup. Donc ce que j'attendrais d'un candidat, c'est qu'il n'ait pas de langue de bois par rapport à l'Union européenne. Par exemple, on augmente le budget de l'Union européenne pour qu'elle soit juste plus efficace. Si on donne à une personne une trottinette, il ne faut pas qu'on lui demande d'aller à la vitesse d'une voiture. Bruno et Tristan, père et fils, attachent de l'importance à l'immigration, mais c'est surtout l'écologie qui fera la différence. C'est que les politiques puissent se mouiller sur les taxes, sur les consommations, sur la sensibilisation auprès des jeunes. Je pense que les Verts seront peut-être plus engagés. Benoît Hamon a de bonnes idées. La République en marche, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, encore une fois? Il y a des choses qui sont faites, mais pour moi, ça va pas du tout assez vite. Mais à 46 jours du scrutin, aucun d'entre eux n'a encore consulté le programme d'un candidat. Roman Oquet pour Europe 1, et bien justement, pour se faire son idée, pour en savoir plus sur les différents projets, le débat Europe 1 CNews, 20h45, animé par Mathieu Béliard et Laurence Ferrari. Ce sera bien sûr l'un des sujets évoqués par nos débatteurs ce soir, le Brexit. Mais oui, puisqu'au même moment, quasiment, les 27 pays de l'Union seront en train de décider d'accorder ou non le report demandé par Theresa May. Sommet extraordinaire ce soir à Bruxelles. Avec nous, notre correspondante Isabelle Horry. La sortie, théoriquement, Isabelle, c'est pour ce vendredi. La première ministre britannique demande un délai jusqu'au 30 juin. Et ce qui se profile, c'est que les Européens vont lui accorder un peu de temps. Et oui, parce que les 27 n'ont pas envie d'affronter un no deal. Ils se sont dégonflés ces derniers jours. Ils ne veulent pas porter le chapeau d'une sortie sans accord. Si les Britanniques veulent se suicider, qu'ils le fassent eux-mêmes, explique un diplomate européen. Les Britanniques non plus ne veulent pas sauter dans le vide, mais en même temps, ils n'ont toujours pas de véritable solution à proposer. Il faut donc inventer autre chose. Les Européens envisagent un nouveau report du Brexit, mais plus long cette fois, histoire de ne pas devoir revenir dans 3 semaines à Bruxelles pour un nouveau sommet de crise. C'est sur ce délai et ces conditions que les dirigeants vont plancher ce soir, avec comme d'habitude des nuances entre les positions de départ. L'Allemagne a déjà dit oui pour un report d'1 an. La France, elle, préfère insister sur les garanties que devrait apporter le Royaume-Uni. Elle a peur que Londres ne perturbe le bon fonctionnement de l'Union européenne dans les mois qui viennent. Paris veut que Theresa May promette, la main sur le cœur, que son pays se fera tout petit à Bruxelles s'il reste encore un peu. Isabelle Horry, la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Merci à vous, Isabelle. Dans un débat qui s'anime en ce moment en France, celui des retraites, prise de position du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, plaide pour retarder l'âge de départ à la retraite. À l'étranger, Benjamin Netanyahou donné vainqueur des élections par les médias israéliens. Son parti est pourtant au coude à coude avec celui de son principal concurrent, Benny Gantz, mais les projections le montrent clairement mieux placé pour former une coalition et obtenir une majorité à la Knesset. Écoutez le Premier ministre de l'État hébreu. Je suis très touché que la nation d'Israël m'ait encore une fois fait confiance pour la 5e fois et avec encore plus de soutien. Je vous le dis,
On m'a accordé encore une fois la confiance, c'est sans précédent. Avons-nous déjà gagné autant de sièges auparavant? Je n'en ai pas le souvenir. Benyamin Netanyahou qui s'apprête donc à rempiler pour un 5e mandat au poste de Premier ministre d'Israël. Inquiétude autour de l'état de santé du Dalai Lama. Le chef spirituel tibétain, âgé de 83 ans, a été transporté à New Delhi en Inde pour effectuer un check-up médical complet. Il souffre de douleurs thoraciques, cependant son entourage s'est voulu rassurant. Les plus proches conseillers d'Emmanuel Macron entendus aujourd'hui par la justice. Oui, dans le volet passeport diplomatique de l'affaire Benalla. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, Patrick Stroda et François-Xavier Lauche, respectivement directeur et chef de cabinet d'Emmanuel Macron, se rendront tout à l'heure à la convocation des magistrats. Chloé Triomphe. Entendus comme simples témoins pour 2 d'entre eux et comme partie civile pour le 3e, ces 3 proches collaborateurs d'Emmanuel Macron vont devoir répondre aux questions des juges sur l'étonnante utilisation par Alexandre Benalla de ses passeports diplomatiques après son licenciement le 1er août 2018, notamment pour un voyage au Tchad 3 semaines avant une visite d'Emmanuel Macron. Et comme le révélait Patrick Stroda, directeur de cabinet de l'Élysée devant les sénateurs le 16 janvier dernier, c'était loin d'être un cas unique. Nous savons aujourd'hui que M. Benalla a utilisé presque une 20aine de fois ses passeports entre le 1er août 2018 et le 31 décembre. Le problème, c'est que les versions divergent totalement sur la restitution de ces passeports par l'intéressé après son licenciement. Alexandre Benalla avait d'abord affirmé les avoir laissés dans son bureau avant de changer de version et d'affirmer qu'un salarié de l'Élysée les lui avait remis. Un imbroglio qui n'embarrasse pas que le pouvoir puisque c'est désormais la justice qui veut savoir qui a menti. Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. La suite du journal de 8h avec David Doucan et la rue qui n'entend pas baisser la garde en Algérie. Oui, le pouvoir s'est doté d'un président par intérim. Abdelkader Ben Salah a immédiatement promis d'organiser un scrutin présidentiel transparent et régulier, mais les manifestants n'ont pas confiance et la situation s'est soudain tendue dans les rues d'Alger, comme a pu le constater notre envoyé spécial, Sébastien Krebs. Depuis le début du mouvement, c'est une première, des gaz lacrymogènes. Le rassemblement était pourtant calme, la charge a été subite, policiers casqués, canons à eau en première ligne, mouvement de foule devant la Grande Poste. Ça commence, c'est son premier jour, ça commence comme ça, avec de la violence envers le peuple, envers les étudiants, c'était inadmissible. La répression fut brève mais marque un tournant le jour même de la nomination du président par intérim, Abdelkader Ben Salah, qui cristallise maintenant toute la colère. C'est pas possible pour nous. Sabri, 21 ans, veut un autre scénario de sortie de crise. On veut que la transition soit gérée par le peuple et uniquement le peuple parce qu'on n'a plus confiance en eux. Il faut qu'il y ait des représentants élus par le peuple. Et après, c'est eux, on leur fera confiance pour qu'ils gèrent la transition. C'est pas fini. En fait, le vrai combat, il commence maintenant. Beaucoup rêvent d'une assemblée constituante pour refonder le pays, d'une instance indépendante pour organiser les futures élections. Ils retourneront dans la rue vendredi. Alger, Sébastien Krebs, Europe 1. Vous nous emmenez loin maintenant, David, très loin. Oui, à 26 000 années-lumière de la Terre précisément, au centre de notre galaxie. J'ai Nikos qui est en train de quitter le studio. Il est parti en... loin, très loin. Pardonnez-moi, j'essayais de pas vous déranger justement. Loin, très loin. Je comprenais pas. Des milliers d'années-lumière. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il vous arrivait quelque chose. Non. Alors, donc nous partons à 26 000 années-lumière de la Terre. Au centre de notre galaxie, il y a un trou noir. Ce phénomène mystérieux, avec sa gravité inimaginable, n'a jamais pu être observé à proprement parler. Et pour cause, sa pesanteur est telle qu'elle aspire même la lumière. Eh bien, prouesse technologique, aujourd'hui à 13h, va être dévoilée la toute première image d'un trou noir, Lord d'Autriche. Cette photo, c'est la preuve définitive que les trous noirs existent. Albert Einstein l'avait prédit, mais personne jusqu'ici n'en a jamais vu. Le cliché qui sera dévoilé aujourd'hui, c'est celui du trou noir qui est blotti au centre de la Voie lactée, à 26 000 années-lumière de la Terre. C'est un monstre sombre, noir, qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil et qui aspire toutes les étoiles qui se trouvent autour de lui. Et le photographier, c'est comme essayer de voir depuis la Terre une pièce de 2 € posée à la surface de la Lune. C'est une prouesse technologique, explique Alain Riazuelo, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris. Les instruments qu'on utilise ne sont pas des télescopes ordinaires, ce sont des radiotélescopes, donc d'immenses antennes paraboliques qui sont réparties un peu partout. Il y en a un en Europe, un au pôle Sud, plusieurs en Amérique du Sud. Ils sont tous dirigés dans la même direction. Là, on va voir comment ces trous noirs interagissent avec leur environnement. Donc on va voir comment ils s'insèrent dans la symphonie cosmique. On sait que les trous noirs font
vibrer l'univers. Mais comment se sont-ils formés? C'est un mystère. Laure d'Autriche pour Europe 1. Et concluons ce journal, Nikos, avec un sourire. Le fameux prix de l'humour politique décerné hier par le jury du Presse Club. Le lauréat n'est autre que le Premier ministre Édouard Philippe pour cette réflexion que lui avait inspiré la question d'un journaliste. Écoutez. On m'avait posé la question de savoir si tout remontait à Matignon. Et en fait, non, tout remonte pas. Juste les emmerdes. Voilà. Ça méritait effectivement le prix de l'humour politique parce que c'est vrai, on parle souvent de l'enfer de Matignon. Bon.